Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis un certain temps, nous avons pris l'habitude d'aborder une question éminemment économique, mais je dirais davantage éminemment politique, parce qu'il s'agit d'opérer un choix. Et la question que nous sommes en train d'aborder et que nous abordons depuis un certain temps, c'est justement la maîtrise des risques au niveau de l'administration publique en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous allons nous poser des questions. Quelle est l'instance, à quel niveau ces projets ou ces programmes peuvent être pilotés? Et comme nous abordons la question avec un expert, Dieudonné Bifumanu, que vous avez appris à connaître, Constantin Tambwe de Biwan et moi, représentant de la RDNC, nous allons davantage nous interroger ou nous allons lui poser des questions sur la faisabilité ou, si vous voulez, l'opérationnalisation d'un programme aussi important. À quel niveau faut-il placer le programme? Est-ce au niveau de la responsabilité ou au niveau du cabinet du président de la République? Est-ce au niveau du cabinet du Premier ministre? Est-ce au niveau de la fonction publique, au cabinet du ministre de la fonction publique? Voilà ce qui va nous intéresser ce soir. Et donc, Dieudonné Bifumanu va répondre aux questions que nous allons tenter de lui adresser. Et donc, aujourd'hui, il s'agit de manière claire d'aborder le pilotage de programmes, de la maîtrise des risques au niveau de la fonction publique. Encore une fois, bonsoir Dieudonné. Et la question qui a été posée, nous allons nous partager de l'espace avec Constantin Tambwe, qui est devenu depuis un certain temps un allié à la matière. Bonsoir. Ok. Comment placer, comment rendre opérationnelles les idées que nous évoquons depuis pratiquement 1 ou 2 mois? Ok, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, les idées peuvent être là. C'est comme je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes. C'est Dieu qui, il suffit qu'il y pense, nous avons déjà les résultats. Donc lui n'a pas besoin de travailler, de toucher une machine. Les résultats sont déjà là, il suffit qu'il y pense. Mais nous les hommes, nous pouvons penser comme nous voulons. Mais tant qu'il n'y a pas une action quelconque, il n'y aura absolument rien. On peut avoir toutes les bonnes idées du monde que vous exprimez d'une façon intellectuelle, avec une bonne rationalité, mais si on n'a pas agi, il n'y a aucune réaction concrète. Toutes ces idées deviennent des utopies. En ce qui concerne la maîtrise des risques, ce n'est pas une idée utopique. Ce sont des idées, effectivement, avec une certaine rigueur dans la rationalisation et dans sa rationalité. C'est vraiment, il y a une rigueur et il y a lieu aussi de dire que ça peut se concrétiser. Ce n'est pas seulement sur le plan de la rationalité, mais ça peut se concrétiser. Mais pour que ça se concrétise, il faut tenir compte de l'environnement dans lequel nous évoluons. Comme ça, à partir de cet environnement, vous saurez dire, voilà par où nous pouvons commencer dans cet environnement. L'environnement n'est pas le même quand vous êtes en France, aux États-Unis ou peut-être au Maroc. Ici, chez nous, nous avons notre environnement. Donc, nous devons tenir compte de cet environnement pour dire comment concrétiser ces idées-là. Et dans cet ordre d'idées, nous dirons qu'en étudiant notre environnement, ce sont les services publics qui sont concernés, tous les services d'ailleurs publics ou privés, mais tous les services, surtout comme nous sommes dans le domaine public, ce sont les services publics qui sont concernés. On ne peut pas demander à chaque service de commencer ça soi-même pour une bonne efficacité. Parce que sinon, nous sommes, tel que se présente notre environnement, vous demandez à tel service de faire ce qu'il peut faire, et puis l'autre ne fait rien. Demain, l'autre commence à sa manière, et puis le troisième ne fait rien. Et en fin de compte, il n'y aura pas de synergie entre ces différents services. Chacun faisant chacun faisant le chacun pour soi. Donc là, il n'y aura plus un résultat efficace. Mais connaissant notre environnement,
Faut-il commencer, disons, dire simplement au ministère de la fonction publique, vous qui gérez les agents de l'État et les services de l'État, faites ça et ça. Que le ministère puisse chapeauter ça. C'est-à-dire que ça ne va pas avoir de l'impact au niveau des autres ministères. Justement, parce que quand le ministre de la fonction publique, si courageux soit-il, si intelligent soit-il, lui prend des mesures dans son service, mais les autres services des finances peuvent dire, bon, vous nous gérez en tant qu'individu du personnel, mais sur le plan technique, vous ne connaissez rien des finances. C'est cela. Et ça l'affaiblit déjà immédiatement. Donc, sinon les ministres chacun va se retirer dans son coin pour dire, ce que vous dites là, c'est bon pour la fonction publique, mais ce n'est pas bon pour les finances. Mais ce n'est pas bon pour les affaires foncières, ainsi de suite. Pour le ministère du plan. Oui, ou du plan. Donc, et là, il n'y aura pas une certaine efficacité, compte tenu de notre environnement. Maintenant, on élève ça au niveau de la primature. Comme ça, au moins, tous les ministres sont concernés. Il suffit que le Premier ministre dise quelque chose, tous les ministres sont concernés. Parce qu'il y a la fonction de coordination. Voilà. Mais malheureusement, tous les services de l'État ne dépendent pas du Premier ministre. On peut avoir des ministères qui fonctionnent très bien, mais il y a d'autres services de l'État qui peuvent déranger l'action de ces ministères-là. Donc, en fait de compte, on se dit, dans notre environnement, parce qu'en France, la maîtrise des risques était imposée par le Premier ministre. C'était à l'époque du Premier ministre Fillon, qui avait désigné des experts. D'ailleurs, le numéro 1 de cette équipe était un inspecteur des finances. Il avait désigné une équipe qui a travaillé auprès de tous les ministères. Et tout était imposé au ministère. Donc c'était facile parce que leur environnement leur a permis ça. Donc c'est comme chez nous, quand on parle de civisme fiscal, c'est un problème très sérieux. Mais ailleurs, le civisme fiscal, on ne peut même pas en parler. Parce que c'est ancré dans la mentalité des gens. Mais chez nous, c'est tout un problème. Il faut des programmes qu'il faut concevoir, il faut des stratégies appropriées qu'il faut concevoir. Donc, par rapport à notre environnement, parce que tout auditeur, la première chose qu'il doit faire pour faire un bon travail, c'est l'environnement de contrôle. Toute personne qui va contrôler, il faut d'abord comprendre quel est votre environnement de contrôle. Vous allez contrôler tel service. Quel est cet environnement? Et vous partez de là pour maintenant bien orienter les choses. Donc ici aussi, c'est la même chose. Donc comme nous connaissons notre environnement, qui est le Congo, on se dit avec les mentalités qu'il y a, si nous limitons ça à la primature, ça ne sera pas efficace parce que le Parlement, le Sénat ne se sentiront pas concernés, ou même s'ils pourraient se sentir concernés, parce qu'il y a des fonctionnaires aussi là-bas, mais il y aura un certain moment de petits blocages. Et la présidence, qui est aussi une grande machine, donc elle va se sentir en dehors de tout ça, donc, et ça pourra aussi occasionner une certaine inefficacité éventuelle. L'armée risque de se dire, bon, nous sommes dans l'armée, mais nous ne dépendons pas, nous ne fonctionnons pas comme les services de la fonction publique. Donc, chacun risque de tirer les draps négativement, bien sûr, de son côté, pour ne pas bien faire les choses, et en conséquence, on aurait un dysfonctionnement, une inefficacité. Mais par contre, selon notre environnement, là, pour moi, en tant qu'expert, parce que sur le plan expertise, on appelle ça le sponsor. Qui est le sponsor? C'est-à-dire c'est l'autorité qui porte l'idée et à partir de cette autorité, maintenant, les autres subissent les ordres et les choses vont aller bien. Donc, c'est celui-là qu'on appelle sponsor. Maintenant, dans notre contexte, qui pourrait être le meilleur sponsor pour que l'idée puisse passer? Et en disant ce que je viens de dire, pour éliminer tel gouvernement, la primature, tout ça, nous restons avec une seule institution, le président de la République. Donc, si l'impulsion est donnée au niveau du sommet par le président de la République, je crois que aucun service ne va se mettre de côté. Tous les services de la présidence seront obligés de s'aligner. L'inspection générale des finances, qui dépend aussi de la présidence, se sentira alignée. Donc, tous les services de l'État, tous sans exception, qu'ils soient des services de sécurité ou des services ici, tous les services devront s'aligner parce que l'impulsion vient du chef lui-même. Et maintenant, le chef
travaille à travers ces experts pour concrétiser la mise en place. La mise en place, c'est maintenant commencer à concrétiser l'idée. Maîtrise des risques est une idée, mais il faut la concrétiser à travers des structures qui seraient chapeautées par le président de la République, qui donnent l'impulsion en disant tel service, vous devez faire ceci. Tel service, vous devez faire cela. Et quand cet ordre est bien donné, le service va s'exécuter. Donc, si on comprend bien, ça appelle à des réformes institutionnelles même. Donc, il faudra peut-être prendre des lois ou sinon des mesures avec de l'influence un peu plus élevée pour imposer cette façon de faire les choses. Parce que déjà là, vous craignez l'influence qui dépend d'une administration telle qu'elle dépend d'une tutelle ou d'une autre. Oui, c'est-à-dire ici, on n'aura pas besoin de lois. Parce qu'ici, nous sommes dans les domaines purement réglementaires. Et le chef de l'État agit par rapport au règlement aussi. Quand il légifère, là, il prend une ordonnance loi. Mais ici, on n'a pas besoin d'une ordonnance loi. Parce que c'est un service qu'on peut créer. On voudrait changer la méthodologie de travail. On n'a pas besoin d'une loi. On a seulement besoin des actes réglementaires. Quand c'est le chef de l'État qui doit prendre cet acte, il a seulement besoin d'une ordonnance. Quand c'est bien motivé, c'est légal. Et c'est une réforme. La réforme même, mentale, oui. Même, voilà, on parle de changement. Il y a tout un service qui s'occupe du changement de mentalité. C'est une cellule. Une cellule, au niveau de la présidence. Oui. Maintenant, entre nous, quelle est la mentalité qui a été bien changée? Ne fût-ce qu'une seule. Où on peut dire que non, depuis qu'on a créé le service, voilà maintenant la mentalité qui a changé. On faisait ceci, maintenant on a totalement changé. Mais c'est parce que la stratégie, pour moi, je considère que la stratégie n'a pas bien suivi. Et si elle n'a pas bien suivi, mais c'est parce qu'on a fait comme par le passé, avec les mêmes méthodes de travail, les mêmes méthodes de réflexion, on a atteint ces résultats qui est mitigé. S'il y a des gens qui peuvent vanter, je ne sais pas, mais qu'ils vantent, qu'ils disent qu'est-ce qui a été amélioré par rapport au changement de mentalité. Or, depuis tout ce temps, nous estimons toujours les changements de mentalité devaient venir par le changement de la méthodologie de travail. Monsieur Bifoumanou, ici, vous fustigez la méthodologie de travail. Or, nous savons que cette méthodologie ancienne est appliquée dans un contexte où les services et les administrations dépendent des tutelles différentes. Alors, à quel moment la maîtrise des risques pourrait aider à harmoniser les vues dans la gestion des affaires publiques? Oui, ça dit cette méthodologie doit être unique. Unique pour tous les services. Mais c'est l'impulsion qui doit venir d'en haut. Que tel service, vous devez fonctionner maintenant, vous devez intégrer la maîtrise des risques dans votre fonctionnement quotidien. Parce que le service, plutôt la maîtrise des risques, concerne du point de vue fonctionnement, du point de vue moyen, parce que les moyens utilisés par la maîtrise des risques, c'est les contrôles internes. Mais le contrôle interne concerne tous les services, n'importe quel type de service. Nous avons les services opérationnels, première ligne de métier. Nous avons les services d'appui, deuxième ligne de métier, et les services d'évaluation, troisième ligne de métier. Mais tous les services sont concernés par la maîtrise des risques, quelle que soit la nature du service. Et puis, tout le personnel, tous les agents du sommet jusqu'à la base, tout le monde est concerné par la maîtrise des risques. Parce qu'il doit bien travailler. Que ce soit le huissier, il doit bien nettoyer là où il doit nettoyer. Quand l'évaluateur passe, il constate que non, le lavabo ici n'est pas bien nettoyé parce que ça prouve que le monsieur n'a pas bien fait son travail. Mais s'il avait fait un bon contrôle interne, ça c'est lui-même devait déjà s'auto-évaluer. Est-ce que en nettoyant les lavabos, ai-je laissé certaines taches d'huile ou ceci ou cela. Donc, il se pose d'abord la question lui-même. C'est ça l'auto-contrôle. Et s'il n'a pas bien fait, quelqu'un d'autre qui viendrait évaluer, mais vous avez terminé, mais il y a encore des tâches à côté. Donc, ça concerne tout le monde.
Et comme ça concerne tout le monde, ça concerne tous les services, eh bien, l'impulsion doit venir du sommet de l'État. Pour notre, j'insiste bien, notre environnement de la RDC. Dans un autre pays, au Maroc, peut-être que ça concernerait le Premier ministre qui ferait tout ça. Mais chez nous, dans notre environnement, il faut que ce soit la présidence pour que tous les services, sans exception, soient obligés à intégrer la méthode disons, la démarche de maîtrise des risques partout. Et pourquoi vous ramenez ça seulement au niveau du président de la République? Est-ce que c'est parce que les autres niveaux d'autorité ne sont pas aussi beaucoup plus respectés par les fonctionnaires? Non, c'est-à-dire, si un service commençait ça, un service par exemple, la DGI ou la DGDA, commençait à intégrer la maîtrise des risques, le souhaitable, si c'est le service lui seul qui commence, le souhaitable, c'est que les sponsors, c'est-à-dire la personne qui porte l'action, soit le numéro 1 de la maison. Comme ça, c'est lui qui peut imposer aux autres, réfléchissez comme ceci, faites comme cela. Mais si c'est une direction, le numéro 1 n'est même pas intéressé, c'est une direction seulement qui fait ça pour le bon fonctionnement de la direction. Et les autres directions ne seront pas obligées de le faire. Mais il faut pas aussi oublier, peut-être une autre question, le fait que chez nous, on a toujours demandé aux fonctionnaires d'être, ils sont en politique, c'est ça d'ailleurs la règle. Alors demander à ce que les politiques, parce que quand vous citez le président de la République, il est d'abord politique, demander aux politiques de donner l'impulsion à un service administratif, est-ce que quelque part il n'y a pas d'interférence ou sinon conflit d'intérêts quelque part aussi? Non. Il ne peut pas y avoir conflit d'intérêts. D'abord, qui a l'obligation de constater que les choses marchent bien dans notre pays, dans tous les secteurs. C'est le chef de l'État. Un ministre de la fonction publique ou des affaires foncières ou peut-être des finances. Et lui voit d'abord son ministère. Si ça capote au niveau des télécommunications. Mais est-ce qu'il faudrait pas faire la différence entre les services administratifs et aussi le politique qui dirige un portefeuille gouvernemental? Non. Le chef de l'État ne l'isolait pas, ne les mettait pas simplement du côté politique. C'est lui qui est le garant, quand on dit qu'il est le garant de la nation, il est le garant de tous les politiciens, il est le garant de tous les administratifs, il est le garant de tous les hommes de sécurité, il est le garant en tout. C'est ça le garant le chef de l'État est garant pour ça. Alors maintenant, on lui dit que dans votre pays, les domaines de fonctionnement de vos services est déficitaire. Mais ça ne peut pas l'intéresser. Parce que sinon, c'est sa politique qui est dérangée sérieusement. C'est sa politique qui ne sera jamais atteinte. Et puis, même dans la science, il faut la science politique. C'est tout un domaine précis. Parce que, raison pour laquelle, quand vous avez une administration qui est politisée, quand elle vient, il politise, disons, il évolue selon sa vision, et quand l'autre vient, il change la vision de l'administration, c'est-à-dire, les administratifs ne devraient pas être politiques. Mais s'ils doivent subir le comportement ou les agissements des politiciens, c'est que l'administration, aujourd'hui peut être verte, demain elle devient rouge. Oui, mais c'est justement ça la crainte. Or, les domaines administratifs, quand la démarche de la maîtrise des risques est claire de l'administration, mais qui viendra, quelle est cette autorité qui viendra pour dire, vous, administration, vous êtes trop transparent, devenez flou. Ça ne peut pas se concevoir. Ok. Donc nous avons intérêt à ce que parce que cette démarche vous amène vers la transparence, vous amène vers la bonne gouvernance. Donc, même les politiques qui voudraient changer la stratégie de travail, se verraient elles-mêmes menues en disant, mais si je fais ça, tout le monde saura que c'est moi qui ai abîmé. Ok. L'administration publique n'a pas forcément eu un même visage. Et lorsque on va vers des entités décentralisées, des provinces avec des assemblées provinciales et jusqu'au niveau le plus bas, comment amener la démarche de la maîtrise des risques à ce niveau-là? Partout où il y a service, partout où il y a personnel,
la maîtrise des risques est obligatoire. Même chez les chefs de groupement, même chez les chefs du village, il a besoin de cette maîtrise des risques. Parce qu'il doit fonctionner. Et comment doit-il fonctionner? Ça, c'est ça la maîtrise des risques. Donc, il doit savoir bien fonctionner. Parce qu'il doit résoudre les problèmes. Il a des objectifs à atteindre. Ces objectifs l'obligent justement à bien définir les objectifs, à bien cartographier les risques, à bien traiter les risques pour avoir des bons résultats. Ce n'est pas excessif de vouloir aller jusqu'au niveau des villages, amener la maîtrise des risques au village, au niveau de groupement, parce qu'on vit dans un milieu traditionnel et donc qui ne répond pas à la rationalité de la modernité, je vois. Oui, justement, c'est ce qui pourrait être comment dirais-je, un mirage. Ok. Une illusion de croire que non, les villages n'ont pas besoin de ça. Non. Mais les villages ont besoin des résultats. Lesquels? Mais ne fût-ce que bien écouler leurs marchandises. S'ils ont un besoin, quel est votre objectif? Vous travaillez, est-ce que vous, villageois, est-ce que vous travaillez? Oui, nous travaillons. Qu'est-ce que vous faites? Mais nous produisons des manioc, nous produisons des oranges. Ah bon? Maintenant, quand vous produisez les oranges, vous produisez les manioc, c'est pour quelle finalité? Ah, c'est pour vendre. Vous allez vendre où? Pas seulement au village. Nous pouvons vendre soit auprès des gens qui viendraient ici chez nous, soit nous nous déplaçons pour aller là-bas. Maintenant, pour vous déplacer pour aller là-bas, vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut? Ah, nous avons besoin d'une bonne route. Donc, ils se font comme objectif avoir une bonne route. Maintenant, pour avoir cette bonne route, c'est un résultat. Pour avoir cette bonne route, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une bonne route? Voilà des questionnements. Quand on commence à réfléchir, qu'est-ce qui vous empêche? Nous avons besoin d'une route. Vous devez vendre dans telle cité. Vous êtes chez vous au village. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une bonne route? Ah non, on n'a pas de machine. Ah non, on n'a pas de houes. On n'a pas ceci ou cela. Parce qu'il y a certaines parties de la route, on peut aménager ça avec des houes. Maintenant, ça devient un problème. Est-ce que vous avez des houes? Ah non, on n'a pas de houes. Il faut les acheter dans tel village. Est-ce que vous avez l'argent pour acheter ça? Ah, on n'a pas cet argent. Maintenant, qui peut vous donner l'argent? Nous sollicitons la clémence de tel député, de tel sénateur, tout ça. Ah, c'est vraiment la clémence. Mais le chef des territoires ou le chef des secteurs, il n'a pas l'argent pour vous acheter des houes. Ah, essayez de poser les problèmes. Mais quand vous posez les problèmes, peut-être que, justement, il y a 2 mois, j'ai reçu un lot de 500 houes qui traînent encore ici. Quand vous en avez besoin, prenez. On résout les problèmes. Donc, c'est cette réflexion qui peut vous aider. Et même le chef de secteur, il peut se dire, mais beaucoup de villageois viennent demander des houes parce qu'ils veulent faire ça et ça. Mais lui n'en a pas. Mais il peut demander à ses chefs. Et ça, c'est d'une façon réaliste. C'est un objectif, ce qu'on appelle sur le plan technique, des objectifs SMART. C'est-à-dire spécifiques, mesurables, spécifiques comment? Parce que vous voulez atteindre les problèmes des routes. Résoudre les problèmes des routes, c'est un besoin. C'est un objectif précis, avoir une bonne route. Est-ce que vous pouvez mesurer cela? Oui, on peut mesurer parce que quand on a une bonne route, sur 500 mètres, on a 300 mètres, on peut mesurer qu'on a déjà 300 mètres, il reste ceci à faire. Ou bien, on peut évaluer les besoins pour avoir la bonne route, on peut se dire, on a, sur les 100%, on a déjà autant de besoins. Donc, c'est mesurable. Est-ce que c'est atteignable? Quand vous avez tout, est-ce que vous pouvez atteindre cet objectif? Oui, on peut atteindre cet objectif, parce que ce n'est pas un objectif où il faut aller d'abord sur la ligne. Non. Maintenant, est-ce que c'est réaliste? Mais oui, c'est réaliste parce que nous voulons commencer à écouler nos marchandises. Est-ce qu'on peut mesurer ça dans le temps? C'est temporel. Ce n'est pas d'une façon indéfinie, tout. Non. En 6 mois, on peut faire ça. Voilà un objectif précis, ce qu'on appelle SMART. Et puis à partir de là, maintenant, vous montez les autres réflexions, vous avez les résultats. Ok. L'insertion d'un programme à ce niveau-là, est-ce qu'il faut-il recruter le nouveau personnel? On s'appuie sur l'administration existante, sur le personnel existant pour pouvoir être inséré dans le programme et puis l'exécuter. Comment il va falloir Oui, c'est-à-dire le point de départ, ce sont les hommes. Parce que ce sont les hommes qui vont exécuter. Maintenant, dans la réflexion, quand on a un objectif, par exemple, on dit, pour avoir une bonne route, il faut un ingénieur qui va nous aider
à arranger ça. Est-ce que parmi nous, les villageois, y a-t-il un ingénieur en pont et chaussée? Oh non. Donc, il y a un handicap, il faut chercher un ingénieur. Ou ça exige un agronome. Est-ce que vous avez un agronome parmi vous, les villageois? On n'a pas d'agronome. Donc, il faut chercher l'agronome. Mais nous avons un agronome, bon, malheureusement, qui n'est pas un ingénieur tout fait qui a fait l'université. Il a juste fait l'école secondaire, un agronome de l'école secondaire qui connaît. Alors, maintenant, par rapport aux besoins, est-ce que, en l'utilisant et en renforçant ses capacités, peut-il atteindre le résultat? Si oui, renforcer les capacités de celui qui est là. Et si on estime que non, même si on renforce ses capacités, il ne saura pas. Là, vous cherchez quelqu'un d'autre. Donc, vous partez de l'existant. Les personnes qui existent. Est-ce qu'il est capable de faire telle chose? Si oui, on motive, on fait ce qu'on doit faire et la personne travaille. Si on estime que la personne, l'homme est intelligent. Si on estime que son intelligence ne lui permet pas, il n'a pas encore acquis telle expérience, mais on peut lui apprendre ça, parce que le minimum possible d'intelligence est là. On peut lui apprendre ça. C'est-à-dire, les programmes ont dit, on doit avoir 2 mois de formation, et puis commencer le 3e mois. Au lieu de dire, l'argent là, on commence aujourd'hui. Non, on forme d'abord telle catégorie d'ouvriers, telle catégorie de managers, avant de commencer. Donc, tout ça, maintenant, c'est la réflexion qui doit déterminer tout ça. Mais justement, ça veut dire la réflexion est intervenue et le programme a été accepté, un acte administratif ou réglementaire a été pris. On démarre par quoi? On vient de créer, acceptons qu'au niveau du cabinet du président de la République, on a lancé le programme, on a créé un service, on l'a identifié. Alors, après, ce service créé au niveau de la présidence a des attributions. Mais elle va commencer maintenant à exécuter ces attributions. On lui dit, vous devez vous assurer, vous devez avoir une assurance raisonnable qu'au niveau de tous les services de la présidence, la maîtrise des risques est déjà mise en chantier, ou est déjà mise en place. Parce qu'il faut d'abord, au sein de ces services, mettre en place des structures qui vont exécuter. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, par exemple, de l'Assemblée nationale, il y a une administration? Est-ce que cette administration a été aussi attaquée par la maîtrise des risques? Ainsi de suite. Ça, on s'assure d'abord. Maintenant, si tous les services ont installé la démarche maîtrise des risques, la mise en place est déjà faite, c'est-à-dire par les différents services, maintenant, chaque service doit être mis à profit pour commencer à travailler. C'est ça la mise en œuvre. La mise en œuvre, ce sont les hommes qui doivent dire, bon, on doit concevoir les job description de chaque service. Et vous concevez, nous, au niveau des affaires foncières, voilà comment doit fonctionner l'administration aux affaires foncières. Le job description est là. Dans tous les ministères, on s'était à un délai qu'en 6 mois, par exemple, vous devez faire ça, ou en 3 mois, vous devez faire ça. Maintenant, l'organe qui est à la présidence vérifie au ministère tel, est-ce que vous avez commencé? Oh non, qu'est-ce qu'il vous faut? Ah, il faut ça et ça et ça. On étudie, on résout les problèmes. On s'assure que dans tous les services de l'État, que ce soit en province, que ce soit dans les territoires, tout le monde est déjà dans cette logique. Maintenant, c'est ce service qui va donner l'assurance raisonnable au chef de l'État, pour dire chef de l'État. En tout cas, cette maîtrise des risques, je crois qu'il n'y a plus de problème, parce que dans tel ministère on a commencé, dans tel ministère on a commencé, partout on a commencé. Et maintenant, vous allez très vite apprécier la qualité de fonctionnement. Parce que si dans tous les ministères, chacun sait ce qu'il doit faire et comment il doit faire ça, on doit attendre les résultats. Si on n'a pas les résultats, maintenant l'audit interne va évaluer. Mais pourquoi vous n'avez pas de résultats? Quelles difficultés vous avez encore? C'est ça l'amélioration du fonctionnement des services. Il n'est pas dit qu'on ira sanctionner les agents, non. On arrive là-bas, on constate que non. Ici, au lieu de prendre telle mesure, ils avaient pris une autre mesure. Là, on parle de cette réflexion pour corriger. Mais ce n'est pas un processus figé, c'est un processus qui évolue. C'est une dynamique. Mais il faut commencer pour évoluer et peut-être 10 ans après, maintenant vous allez commencer à chercher à améliorer davantage. Pour bien commencer, ça suppose il faut le renforcement des capacités ou la formation du personnel pour maîtriser justement les concepts. Non seulement le concept, mais tous les paramètres qui entourent
Mais c'est normal. Parce que moi, je parle aisément de la maîtrise des risques. Mais parce qu'on m'a formé. Mais est-ce qu'il y a que moi qui ai un cerveau pour comprendre la maîtrise des risques? Non. Tout le monde peut comprendre les principes de maîtrise des risques et la démarche. Mais former ces gens-là. Et la formation, ce n'est pas que c'est une formation de 5 ans et tout. Non. En quelques mois, on peut former, 2 ou 3 mois, on peut former des gens dans ce sens-là. Un noyau. Par exemple, ministère de la fonction publique. Désignez-nous même 15 personnes que nous allons former, que ces gens-là vont commencer aussi à appliquer là-bas. Quel ministère? On peut prendre même 5 dans tous les ministères, on les forme. Et aussi, ils iront former les autres. Parce que c'est tellement important que cette formation, ce n'est pas une gageure. Au contraire, ça vous donne la possibilité d'avoir beaucoup de moyens pour être efficace. Beaucoup de moyens sur le plan de la mentalité, de la considération intellectuelle pour avoir un bon résultat. On ne peut pas se gêner. Ça ne coûte même pas très cher. Quand vous parlez de la maîtrise des risques, apparemment, nous qui avons fait les études, même au niveau supérieur, nous le disons, nous avons raté quelque chose pendant les cursus académiques et que voilà, aujourd'hui, nous sommes au niveau professionnel et qu'il nous manque quelque chose. Quelle pourrait être la contribution des écoles dans la formation et surtout dans le formatage de la mentalité de ces étudiants dans la maîtrise des risques afin qu'ils soient beaucoup plus utiles déjà en amont? Mais tout à fait normal. C'est-à-dire, parce que ce sont des connaissances qu'il faut apprendre aux gens. Mais l'État peut se dire aussi que dans mon programme académique, je vais intégrer quelques aspects. On nous apprend le civisme fiscal, le civisme développement. Toutes les universités, tous les instituts supérieurs, en première année, vous avez le cours de civisme développement. Et dans ce cours, on peut même prévoir un chapitre. Même si les gens ne seront pas spécialistes à ce niveau-là, mais au moins ils ont déjà l'information sur l'existence de cela. De sorte qu'il y en a qui pourront devenir, il y a des domaines tout entiers, des compartiments de maîtrise des risques ou d'audit interne. Donc maintenant, ceux qui veulent se spécialiser, ils le feront. Mais quand vous avez terminé et que vous êtes sur le terrain, maintenant vous devez vous poser, parce que ça fait partie, le moyen utilisé, comme je l'ai dit, c'est le contrôle interne. Le contrôle interne, quand on vous engage quelque part, mais où est le job description? Parce que vous savez que pour bien travailler, il faut avoir un job description. Oh non, chez nous ici, il n'y en a pas. Donc vous sentez déjà que non, ce service est désorganisé. Mais où sont les manuels de procédure? Ah, ces histoires-là. Donc ça prouve que vous n'allez pas faire un bon travail. Mais si depuis l'université, vous savez que quand vous allez quelque part, le premier travail que vous allez avoir, première chose à demander, le job description. Et puis les fiches de procédure, parce que vous devez savoir ce que vous allez faire. On vous a engagé pour faire quoi? Vous devez savoir. Et puis, ce que vous devez faire, comment vous devez faire ça? Vous devez savoir. Mais vous arrivez dans une administration, dans un service, on ne vous dit rien, on ne vous montre rien, même pas le job description, même pas les fiches de procédure. Et vous attendez à quel résultat? Et ça, vous pensez que dans nos communes, c'est facile d'avoir aussi de tels documents, de tels outils qui peuvent aider justement ces fonctionnaires que nous voyons? On peut avoir ça facilement. Parce que ils savent, c'est-à-dire, quand vous leur posez la question, vous faites quoi? Ils savent vous dire quelque chose. Que non, moi, quand je viens ici, je fais ça et ça et ça. C'est moi qui signe tel document. Ou c'est moi qui prépare tel document pour le chef. Les fiscs, ça, il sait. Mais il faut formaliser ça. Donc, ils savent ça mentalement. Aucune formalisation. C'est ridicule quand même. Là, moi, vous êtes convenir, c'est ridicule. Comment tout un service n'a pas des repères? Quelqu'un qui vient, parce que quand vous remplacez quelqu'un, vous devez savoir ce que la personne faisait. On doit vous informer ce que la personne faisait. Maintenant, c'est là que vous, ça, mais moi, je ne sais pas faire ça. Vous ne savez pas faire ça? Oui, bon. On peut organiser une formation d'une semaine, 2 semaines pour vous apprendre ça. Ok, mais pas seulement ça, mais vous savez que dans nos administrations, il arrive que l'on constate qu'un espace, disons, espace réservé à une personne, et vous retrouvez qu'il y a 10 personnes dans un même lieu, dans un même bureau, alors qu'en principe, le travail, c'est le travail
d'une seule personne. Et par rapport à la culture de maîtrise des risques, on fait quoi? Mais ça confirme le désordre et l'archaïsme. Parce que dans un service organisé, on ne peut pas voir ça. Quand vous êtes organisé, vous devez savoir, ce travail va être fait par combien de personnes? Par 2 personnes. Celui-ci va faire quoi? Ça. Celui-ci va faire quoi? Ça. Ça doit être clair et facile. Mais vous retrouvez des gens, une dizaine de personnes, les uns essaient d'écrire, les autres sur des tables, tout ça. Mais quel résultat positif vous l'attendez de la part de ces gens-là? C'est ça l'archaïsme, justement. Et c'est regrettable que nous puissions continuer à vivre dans cet état. C'est-à-dire dans des services aussi désordonnés. C'est honteux. On comprendrait que ce soit possible peut-être vers les années, je ne sais pas quelles années, même pas l'époque coloniale, hein, parce que là, ils étaient rigoureux. Et l'administration fonctionnait très bien. Alors, à quelle époque on a acquis ce désordre mental pour nous retrouver avec des services désorganisés et improductifs, inefficaces, inefficients? C'est à partir de quel moment on a atteint ce degré-là en fait, je ne voudrais pas être trop fort dans les mots, mais degré d'inefficacité. Parce que c'était un moment où le service de l'État était quand même efficace. Mais à partir de quand on est devenu vraiment si ridicule? À partir du moment où on a politisé l'administration publique, et lorsque on a ramené à un certain moment les chanteurs, les musiciens, si vous voulez, on les a ramenés dans la fonction publique. Ils peuvent être chanteurs, musiciens. Là n'est pas le problème. Mais un chanteur, si on lui dit, bon, ton boulot, c'est de prendre tel document, aller le déposer là-bas. Il peut bien faire ça. Donc ce n'est pas son état de musique qui l'empêche de faire le travail. Non, c'est pour répondre oui, c'est pour donner des éléments au questionnement. Justement. Donc, à chacun son métier, les vaches sont mieux gardées. Mais chacun ne fait pas son métier. Mais vous n'atteindrez quel résultat? Donc, revenons un peu à la méthode qui nous donne quand même cette possibilité de bien arranger les choses, mettre un peu de l'ordre. Est-ce que l'ordre est-il mauvais dans une société? Si l'ordre est mauvais, bon, allons dans le désordre. Mais si l'ordre est bon, c'est une très bonne chose. Alors, recherchez cet ordre-là. Et si on vous suit bien, aujourd'hui, le gouvernement est engagé dans le processus de la réforme de l'administration publique. Donc, sans la dimension maîtrise des risques, ça sera raté, c'est ça? Mais oui. C'est du raté. Vous réformez quoi? Non, mais le personnel, la maîtrise des effectifs. C'est raté, pourquoi? Parce que j'entends ça souvent. Rajeunissement des cadres. C'est ça la réforme. Non, mais quand vous allez rajeunir les cadres avec les mêmes méthodes, vous allez avoir quel résultat? Les mêmes résultats qu'avant. Mais en rajeunissant les cadres, justement, il faut leur donner des bonnes matières, des bonnes manières. Comment vous devez travailler? Mais ils ont déjà formé quelques jeunes gens. Et ils sont dans quel service? Ils ont été affectés à gauche-droite. Posez la question là où ils sont affectés. Est-ce que vous avez des job description? Est-ce que vous avez des manuels de procédure? Est-ce que vous faites la cartographie des risques? Rien du tout. Ah, mais c'est quoi là comme réforme? C'est-à-dire, on fait semblant. La volonté est là de vouloir réformer. La volonté est là. Mais c'est comme s'il y a une certaine ignorance. Une certaine ignorance. On ne sait pas qu'il y a une méthode, une démarche de maîtrise des risques qui peut vous aider à améliorer le fonctionnement de votre service. Les banques qui sont ici ne sont pas des banques qui viennent du ciel. Ce sont des banques où nos frères et sœurs travaillent là-bas. Ce sont des Noirs comme nous. Mais pourquoi les banques sont bien organisées? Mais c'est parce qu'ils sont des rigueurs, la maîtrise des risques et des rigueurs là-bas. C'est tout. Il n'y a que ça comme différence. Ah, c'est possible que nos services fonctionnent aujourd'hui avec rigueur comme les banques. Mais c'est ça l'amélioration du fonctionnement. Parce qu'un service qui ne fonctionne pas avec beaucoup de rigueur, mais vous n'aurez jamais la transparence, vous n'aurez jamais la bonne gouvernance. Il y aura toujours des flous à tout moment. Il y a des moments, vous faites quoi, vous? Quand vous venez, on a fait ce test, hein. Ne vous en faites pas. Dites, écrivez, quand vous venez de chez vous à la maison, vous faites quoi? Au bureau. Alors, quand je viens de ma maison, j'arrive,
je commence par dire une petite prière, et quand j'ai dit ma petite prière, je prends un petit déjeuner, je fais ça. Je dis, est-ce qu'on avait besoin de ça? Maintenant, quand on arrive, bon, ça va, vous avez pris votre petit déjeuner. Et après? Oh non, parfois, je lis les signataires, des hauts cadres, hein, pas des petits agents. Je lis les signataires, c'est tout. Or, nous, ce n'était pas la finalité. Et ce sont des intellectuels, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des sous-fifs, des cadres et des intellectuels qui répondaient comme ça. Mais nous, ce n'était pas pour se moquer d'eux. C'est pour que nous puissions comprendre les degrés de fonctionnement de nos services. C'est comme je le dis toujours que, avec la maîtrise des risques, c'est vraiment la révolution aromatisée. Ok, la révolution, à un certain moment, il va falloir l'arrêter parce que, au moment où nous sommes un espace médiatique, nous sommes dans un processus de gestion de temps. Je rappelle que nous avons reçu Constantin Tamboy de Biwa et moi-même, nous avons reçu Dieudonné Bifumano, un expert, un auditeur interne, avec qui nous avons parcouru des mécanismes pour faciliter la mise en œuvre de la maîtrise des risques au niveau de l'administration publique. Faut-il atterrir en 1 ou 2 minutes? Oui, en 1 ou 2 minutes, je dirais simplement que quand j'ai évoqué la maîtrise de la révolution aromatisée, c'est pour dire quoi? Que c'est une méthode qu'on peut implanter dans tous nos services sans beaucoup de complications. C'est-à-dire, ça ne vous exige pas, c'est comme les appareils. Les appareils, on les achète quand vous voulez. Ah, j'ai besoin d'un Android. C'est vous qui voulez. Vous l'achetez calmement. Personne ne viendra. Mais vers les années 90, mais un appareil téléphone, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pour envoyer un message, vous êtes à Bandal, vous devez aller seulement dire à un homme qui est en Gilles que nos mamans est malade, vous devez prendre un bus, aller en Gilles. Mais maintenant, l'appareil a facilité les choses, même dans les villages. Mais on a fourni quel effort dans notre pays pour que nous ayons atteint ce niveau-là. La maîtrise du risque, c'est la même chose. C'est-à-dire la communication est devenue très facile parce qu'on a commencé par quelque part. Et l'amélioration du fonctionnement de nos services est aussi facile si on appliquait simplement la démarche de la maîtrise des risques. Même dans vous avez besoin d'un document au niveau d'un groupement, facilement vous arrivez, on vous le donne. Et partout, ça sera la même chose. Et tout le monde sera à l'aise. Vous introduisez un document à l'administration, on vous sert immédiatement. Quand vous êtes client à ce moment-là, on vous sert rapidement. L'efficacité, c'est ça que nous recherchons. Merci, Dieudonné Bifumano, encore une fois, pour votre contribution à la connaissance. Le temps aussi de remercier un allié, un habitué aussi des espaces partagés, Constantin Tamboy de Biwan. Et donc, nous allons atterrir et nous devons mettre un terme à cette émission. Perspectives économiques et son émission, bien sûr, ça n'est fini pour ce soir.